Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Eco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons donc débattre autour d'un certain nombre de sujets. D'abord, au plan national, nous allons donc parler de la suspension du FPR, qui est le Front Patriotique du Renouveau, parti d'opposition, qui a été suspendu pour trois mois pour avoir demandé la démission du président du Faso. Nous allons débattre de cette actualité. Et puis, second sujet, il s'agit de l'arrestation de l'activiste Naïm Touré. Naïm Touré a été arrêté par la police. Son avocat parle d'enlèvement pendant que le procureur n'a pas retenu de charge contre lui. Nous allons donc en parler. Et puis, troisième et dernier sujet, il s'agit donc de la situation sécuritaire, avec récemment la sortie du ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré, donc qui a fait un déballage sur le maillage à venir du pays. Nous allons donc débattre de ces sujets. Et puis en international, c'est le Mali. Le Mali où on assiste à une levée de boucliers contre la France, notamment avec la sortie de la star internationale, on va dire comme ça, Salif Keïta, qui n'a pas porté les gants contre la France et son président. Nous allons débattre donc de ce sujet-là avec mes invités. Premier invité, il s'agit de Vokouma Joachim, il est journaliste, directeur de publication de Kasseto.net, qui est un journal qui paraît en ligne. Merci Vokouma d'être sur ce plateau. Et puis Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du journal. Merci Ali d'être sur ce plateau. Et puis juste à côté, Inoussa Ouedraogo, journaliste, le directeur de publication de Bendre, qui est un hebdomadaire d'investigation. Merci Inoussa d'être de retour sur ce plateau après peut-être une année d'absence pratiquement. Hein. Et puis dernier invité, Évariste Faustin Consebo, il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et le premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Donc avec vous, on va débattre de ces différents sujets-là. Je commence par donc le tout premier, c'est la suspension du FPR, le Front Patriotique pour le Renouveau, qui a été suspendu. Son président, bien sûr, c'est Dr Aristide Ouedraogo, qui avait donc fait une sortie où il demandait la démission du président du Faso. Et alors pour cette raison, il a été suspendu pour 3 mois. Le CEFOP a fait également une condamnation. Le CEFOP demande la levée de cette sanction-là. Alors, parce que pour le CEFOP, les propos ont été sortis du contexte. Alors, pour d'aucuns, c'est une répression de la liberté d'opinion. Est-ce que Inoussa Ouedraogo, fondamentalement, le fait de demander la démission du président du Faso est une entrave au texte qui encadre les partis politiques dans notre pays? Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il a demandé la démission du président du Faso qu'il a été suspendu, c'est cela, oui. disons. Mais le communiqué du gouvernement dit qu'il n'a pas respecté notamment un certain nombre d'articles, dont l'article 20, qui dit clairement qu'un parti ne doit pas appeler ou inciter à la violence. Et donc, dans la vidéo et dans les propos qu'il a tenus, le gouvernement estime qu'il a appelé donc, les populations à sortir et donc à demander le départ du président. Et quand on demande donc aux populations de sortir pour qu'on réclame, disons, la démission du président, ça peut être interprété comme une sorte d'appel ou d'incitation à la violence. Dans tous les cas, je pense que le communiqué est là. Le parti a la possibilité de saisir le tribunal administratif pour se faire, en tout cas, justice, s'il estime que justice n'a pas été rendue. Mais le plus important pour moi, c'est que dans la situation actuelle que vit notre pays, il y a nécessité que tous les acteurs, qu'ils soient de la partie gouvernementale ou de l'opposition, de la société civile, il y a lieu que nous posions bas la terre, que nous réfléchissions suffisamment à nos propos avant donc de les prononcer et éviter aussi les extrêmes, parce que le gouvernement ou en tout cas le ministère en charge des libertés publiques avait la possibilité d'avertir d'abord le parti de M. Aristide Ouedraogo avant d'arriver donc à la suspension et ensuite à la suppression totale des activités de ce parti-là. Donc c'est le juste milieu qui a été trouvé, mais dans tous les cas, je pense que le débat est en cours et le tribunal administratif peut être saisi. Oui, mais justement, quand on dit par exemple que la situation du pays, le contexte fait que, est-ce qu'on doit décréter un consensus ou un motus, je veux dire, qu'il y ait un silence, que personne n'ait encore le droit de dire ce qu'il pense, qu'il n'y ait plus de liberté d'opinion? Parce que quand un parti dit
il dit par exemple, on demande la démission du président, il demande aux populations de démissionner le président, etc. Est-ce que ça, c'est égal à de la violence? Est-ce qu'on peut interpréter ça comme étant de la violence? Et autre chose, est-ce qu'il faut toujours dire non, le gouvernement peut faire ce qu'il veut, chacun saisit les tribunaux? Est-ce que c'est ça le sens de la démocratie? Bon, ça c'est votre interprétation. Je ne pense pas que ce soit ce que le gouvernement veut. Sinon, ce plateau même n'existerait pas. Le fait que nous soyons ici sur ce plateau, de nous exprimer et de dire ce que nous pensons, est quand même une preuve que ce n'est pas une volonté de museler tout le monde. Le chef de file de l'opposition politique est là, les partis font leurs déclarations comme ils l'entendent. Je vais dire que, quoi qu'on puisse dire, il y a une chose quand même qu'on doit reconnaître dans le contexte actuel, c'est le fait que il y a quand même des espaces de liberté, même si, évidemment, la liberté, c'est quelque chose qui se conquiert au fur et à mesure. Il n'y a jamais rien. Mais est-ce que justement ces espaces-là ne sont pas en train d'être réduits par ce genre de décision? C'est possible, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut regarder le contexte actuel du Burkina. Est-ce que nous sommes en guerre, oui ou non? Si nous sommes en guerre, et moi je pense que nous sommes en guerre, alors il y a quand même des éléments sur lesquels nous devons faire attention. Mais est-ce que... sans réprimer les libertés d'expression, sans réprimer qui que ce soit, nous devons, en tout cas, et le gouvernement surtout, doit faire en sorte que les libertés soient suivies de responsabilité. D'accord. Alors, autant peut-être décréter l'état d'exception pour que les libertés ne s'expriment. Alors, Évariste Conservo, cette question précise. Les propos de M. Aristide Ouedraogo sont des propos interprétables comme étant de la violence, l'appel à la violence. Bon, avant de répondre, moi d'abord, je tiens à dire que si je suis sur ce plateau, ce n'est pas un cadeau du gouvernement actuel. Hein. C'est un cadeau, un lourd héritage de lutte depuis 1966, tout ce qui s'en est suivi depuis la mort de Norbert, les gens qui sont morts pour eux. La liberté, les gens l'ont payé très cher. Et quel que soit le contexte, je ne trouve qu'on ne peut pas relativiser cela et puis liquider ça, quoi. Donc je ne suis pas là, c'est pas un cadeau qu'on m'a fait pour que je puisse être là. Même si on n'avait pas donné ce droit, j'allais me battre pour l'avoir, ce droit. Ça, c'est là où je tiens à le dire. Maintenant, c'est vrai, ils ont visé un certain nombre d'articles. Il n'y a pas que l'article 20, il y a eu l'article 3 et 4 qui disent que, justement, campe le rôle d'un parti qui est de défendre la démocratie, lutter contre l'intolérance, de ne pas reprendre des opinions. Mais justement, ils ont assimilé l'appel à la résistance civile comme étant une violence. C'est une interprétation. Vous savez, la loi fait des dispositions. Maintenant, celui qui a le pouvoir ou celui qui veut engager une action peut l'interpréter à sa guise, à sa manière. Mais là où je suis d'accord avec nous, ça c'est vrai, c'est que quand on n'est pas d'accord, on peut saisir les tribunaux. Sinon, c'est pas l'appel. Les gens se sont juste focalisés sur l'appel à la démission. Mais c'est pas ça en fait, parce que si c'est cela, beaucoup d'illustres personnes l'ont dit même sur les radios internationales, sans qu'il y ait eu conséquence. Je pense à Ablasse Ouedraogo qui lui l'a demandé plusieurs fois. Donc, mais il faut aussi comprendre, c'était un gouvernement issu d'une résistance, et donc il faut dire qu'ils sont un peu frileux. Et ils savent bien que, bon, mais ce n'est pas la bonne méthode. De toute façon, ça ne résout rien du tout. Au contraire, M. Aristide, moi, je ne savais même pas qui il était. Du coup, ça m'a permis d'aller chercher à voir qui est son parti, qui il est. Ça l'a rendu plus populaire, en fait. Donc, c'est celui qui tire même les dividendes. Donc, en fait, c'est cela, c'est une interprétation, c'est clair, discutable certainement, devant les tribunaux, s'ils le veulent. Sinon, bon, maintenant, il a même dit qu'il n'appelle pas les gens à rééditer, l'insurrection populaire, mais que c'est une appel, il a même cité les grèves, c'est normal. Quand on dit que le rôle des partis politiques, c'est de défendre la démocratie, mais quoi de plus normal que si les gens trouvent que la gouvernance ne va pas, mais le moyen qu'ils ont... Le docteur Aristide Ouedraogo a quand même fondé son appel à la démission du gouvernement, il adresse d'ailleurs au gouvernement lui-même, au président, en partant du fait qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans les choses. C'est un constat général et partagé. Il faut pour cela qu'il y ait une démission. Beaucoup Joisson. Est-ce que c'est pas trop réprimé que sur des opinions des partis même de l'opposition, qu'on serait-elle par exemple, vu le contexte, etc., de dire qu'un parti ne peut pas dire telle ou telle chose? Est-ce que ce n'est pas vraiment tenter de bâillonner quelque part? Bon, c'est une suspension conservatoire, hein, ça a été dit. Ça veut dire qu'il y a peut-être des investigations qui sont en cours qui pourraient éventuellement donner lieu à autre chose, à autre décision. Soit on annule la suspension, soit il y a peut-être d'autres décisions qui vont aggraver la situation. Mais comme disait Évariste, ce n'est pas la première fois
que quelqu'un demande la démission du président. Ablassé Ouedraogo l'a demandé plusieurs fois. Aussi bien sur les radios internationales qu'il dans ses écrits. Il l'a demandé plusieurs fois. On n'a jamais... même du gouvernement. On a vu l'UPC au lendemain de l'attaque de Ouedraogo. L'UPC a demandé la démission du gouvernement. Bon, ça m'a échappé. Mais quand j'ai lu la déclaration du 3 novembre de M. Aristide Ouedraogo, ce qu'il dit, c'est grave dans ce qu'il a dit dans cette déclaration. Je vais peut-être citer ça pour que les gens se rappellent. Voilà, le 3. Il rappelle un peu la situation. Il dit, sur le plan sécuritaire, nonobstant le terrorisme qui avance à grands pas et met à nu l'incapacité des gouvernements à sécuriser la nation, à ce jour, plusieurs milliers de FDS et de civils ont perdu la vie et nous assistons malheureusement ces derniers temps à des exécutions sommaires de jeunes hommes qui ont simplement eu le malheur de critiquer la gouvernance du pays. Et il donne des situations. Il dit les cas flagrants donc d'exécution sommaire sont ceux-là liés à, il dit, assassinat fin mai des 2 militants de l'ODJ, tentative d'assassinat sur la personne de Ousmane Ouedraogo, secrétaire général adjoint de l'APN, assassinat de René Ninkiema, chargé de communication des investisseurs en trading, l'assassinat le 19 novembre de l'honorable député Oumarou Diko. C'est dans la déclaration du 3 novembre. Oui, mais ici, qu'est-ce qu'il a dit? Les faits ne sont pas établis? Non. Donc lui, il sait qui a tué ces gens. Non, mais si on le comprend très bien, il dit qu'il y a des exécutions sommaires. Il n'a pointé personne, il dit qu'il y a des exécutions sommaires. Non, il a dit non. Il dit que des gens sont tués parce que... Oui, mais non. Dit les gens sont tués. Il impute la responsabilité de ces assassinats-là. Oui, absolument. C'est le texte. Il faut aller sur le texte que tu viens de lire. Ce qu'il a dit ici, il dépeint une situation qui occasionne donc des exécutions sommaires sans toutefois pointer un coupable quelque part. Il n'a pas situé la responsabilité. Il dit que le contexte donne ça. Ce qu'il a dit, ce sont des faits qui existent. Les 2 militants de l'ODJ ont été assassinés. Non, ça c'est évident. Ousmane Ouedraogo, SG de l'APN, a échoué une tentative. Oui, mais quand tu lis l'intégralité de la déclaration, et ce passage que je viens de lire là, il dit que des gens sont tués tout simplement pour leur liberté d'expression. Oui, mais il n'a pas dit que c'est le gouvernement qui les tue. Est-ce qu'il a dit ça? Ah oui, relisez tout le texte. C'est pour ça que je trouve que son... Non, d'accord, alors on continue. Non, c'est pour ça que je trouve que sa sortie était assez très osée, très risquée. Je suis comme Évariste, je ne le connaissais pas très bien comme ça. C'est quand ça a commencé à faire du bruit que je suis allé chercher ces textes. Heureusement que des confrères avaient publié ces déclarations en intégralité. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même un problème. Je veux dire, on ne peut pas, dans une démocratie, imputer comme ça la culpabilité de faits aussi graves. Mais justement, là où on ne s'entend pas peut-être bien, où ma question n'est pas bien comprise, est-ce qu'il impute à un acteur X tout ce qu'il cite là? Est-ce qu'il dit que c'est la situation sécuritaire qui s'est dégradée au point qu'il y a des assassinats? Ou est-ce qu'il dit que ces assassinats sont le fait de telle catégorie? Est-ce qu'il a dit concrètement? Écoutez, tel qu'il a dit, tel qu'il a lu, il a dit, et moi je lis ça, et pour moi, c'est qu'il impute la responsabilité au gouvernement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je termine. Comme il a indiqué, il peut faire appel. Le tribunal administratif peut être saisi pour examiner la décision. Mais moi, je suis pour la liberté d'expression, évidemment. Ça, ce n'est même pas discutable. Je suis pour la pluralité des partis politiques, même si j'estime qu'il y a une inflation de partis politiques qui rend ridicule notre démocratie burkinabé. Mais j'estime qu'en temps normal, et encore moins dans la situation actuelle, chacun doit prendre ses responsabilités dans ses déclarations. Si des gens pensent, ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on peut dire des choses. Parce que demain, on va se retrouver au pouvoir et ces mêmes déclarations-là, si on les tient exactement dans les mêmes termes, dans les mêmes mots, et qu'on est au pouvoir, on va se sentir offensé. Donc, il faut
il faut tenir compte de tout cela. Lorsqu'on s'exprime dans un parti politique. Ça, c'est pas de la moralité politique que tu es en train de faire là. Parce que la morale n'a pas de politique. Aujourd'hui, un parti de l'opposition, on connaît bien le rôle de l'opposition, c'est un contre-pouvoir politique, ne peut pas critiquer, ne doit pas identifier des faits clairs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et le dit parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte d'insécurité. Donc on ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu parles de moralité. Moi, j'ai fait un peu de philosophie morale et politique. Il y a de la morale dans la politique, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a de la morale dans la politique. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de morale qu'on assiste souvent à des coups bas, à des comportements qui désorientent les citoyens. Sinon, la politique est d'abord morale avant d'être un instrument de conquête du pouvoir. D'accord, merci. Ali ? Écoutez, moi, j'ai lu aussi la déclaration du FPR de son président. J'avoue qu'au début, je voyais ce parti, et j'ai lu sa déclaration. Pour moi, j'aurais été le ministre de l'administration du territoire. J'aurais dû, vu, et puis on passe. Moi, je ne vois rien d'assez difficile là pour qu'on arrive jusqu'à suspendre un parti politique. Je trouve que c'est le coup un peu trop fort. C'est vrai, nous sommes dans une situation difficile actuellement, nous sommes en guerre, et je suis très content que tout le monde dise ici que nous sommes en guerre. Parce que moi, j'étais le premier à dire sur ce plateau, je me suis fait lyncher normalement pour avoir dit ça. Donc, je suis très content qu'on le dise. Pas que je suis content qu'il y ait la guerre, mais je suis content qu'on reconnaisse qu'il y a eu la guerre. Quand on a tapé Cappuccino, j'ai dit, nous sommes en guerre. On m'a tabassé pour ça. Bon, mais c'est pas grave. Pas tabassé quand même. C'est une façon de parler. Voilà, okay. Voilà, c'est pas grave, parce que quand nous venons commenter ici, les gens aussi commentent ce que nous commentons, donc nous devons accepter cela. Donc moi, je ne m'en plains pas pour les injures que j'ai reçues pour ça, c'est pas grave. Je ne suis pas content surtout pour la situation du pays. Je pense qu'un monsieur qui part dans un parti politique qui dit à un président de démissionner, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va prendre des décisions pour suspendre. Il y a eu pire que c'est ça dans ce pays. On a traité Blaise Compaoré d'assassin, de tout, de quoi. Tout le monde a été... Personne avant l'insurrection, Simon Compaoré, le président par intérim du MPP, il a, je ne sais pas par quelle alchimie, réussi à prendre 2 agents des renseignements, à les déposer, à les faire filmer, à les faire passer à Canal 3, dirigé à l'époque par Rémi Danguinou. Personne n'a parlé dans ce pays. On n'a pas dit que c'était une atteinte à la sûreté de l'État, alors que c'était des policiers, des agents de l'ordre en activité. Personne n'a dit mot. Donc, ces gens qui dirigent ce pays-là aujourd'hui viennent faire ce genre de trucs, ça me fait rire. Et je me souviens qu'on a traité un régime donné ici de monarchisation de tout, mais à l'heure actuelle où nous sommes là, quand on écoute les gens de gauche à droite, mais le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, il est en train de devenir un monarque. On ne doit même plus dire un mot sur lui. Et ce n'est même pas un monarque éclairé, c'est un monarque vraiment... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mais d'accord, mais Ali... Voilà, Ali, mais donc je reviens... L'argument du gouvernement... Je reviens à l'argument du gouvernement, c'est de dire que nous sommes dans un contexte qui oblige que les gens restent dans des proportions. Il ne faut pas qu'ils vont nous divertir. Il ne faut pas, parce que prendre le prétexte de l'insécurité, ce qui est vrai, mais il ne faut pas prendre ça pour museler les gens. Le monsieur en disant au président de démissionner, ça c'est le bonjour qu'un homme dans l'opposition dit au président tous les matins. Regardez aux États-Unis, la plus grande démocratie, il y a une procédure d'impeachment qui est lancée contre Trump pour quelle histoire qu'on aurait pu prendre pour des banalités ici, mais une procédure d'impeachment. Moi je crois que le gouvernement actuel a beaucoup de choses à faire. Vous avez parlé de l'insécurité, je suis bien d'accord avec vous. Notre pays en insécurité, on a beaucoup de choses à faire. Donc, qu'on nous épargne des petits trucs qui nous ramènent dans des débats, des bas étages là. Que le président, c'est pas ça qui va faire démissionner le président du Faso. Il est là jusqu'en 2020. Moi-même, j'ai déjà dit sur ce plan, il est là jusqu'en 2020. On l'appelle à la démission. Ça, c'est le b.a.-ba de la démocratie. Et puis on avance. On n'a pas à prendre ce genre de trucs et puis vouloir justifier pour dire ceci. Mais la situation sécuritaire est compliquée. Merci Ali. Alors, l'opposition donc est sortie. Donc l'opposition s'est mise derrière, donc soutient donc le FPR et dénonce. L'opposition dit que l'opposition politique dont fait partie le FPR, est républicaine et a toujours agi en conformité avec la loi, que depuis sa création et son affiliation au CEFOP, le FPR dénonce certes la gouvernance de notre pays, mais toujours dans un esprit républicain. Et que par conséquent, le gouvernement a sorti les propos du contexte. Les textes cités ne semblent pas être ce qui est... c'est ça, c'est la question d'interprétation que j'ai dit. Ils n'ont pas la même analyse.
qui les relie et qui les amène justement à invoquer ces articles-là pour sanctionner très gravement, parce que comme je l'ai dit, même si c'est l'appel à la résistance civile, c'est un outil de lutte, de défense de la démocratie. Et c'est aussi le rôle d'un parti de défendre la démocratie. Donc, c'est tout à fait évident. Et je pense que l'opposition demande un peu qui rejoint un peu le sens qu'Ali disait. Ils ont autre chose à faire, à une hauteur de responsabilité, parce que je pense qu'on a autre chose à faire que ça. Alors, je voudrais que tout le monde dit que, on entend souvent ça dire, la situation, le contexte est tel que, la situation est telle que, mais il y a des instruments de la Constitution qu'on peut utiliser. Pourquoi pas utiliser l'état de siège, l'état d'exception, pourquoi on ne fait pas ça? Et qu'on laisse les choses marcher très bien, les piliers de la démocratie fonctionner, les libertés fonctionner, et puis quand il y a quelque chose, on interprète le contexte. Inoussa, est-ce qu'il ne faut pas aller complètement à ça, interpréter ou mettre en branle un certain nombre de leviers de la Constitution? Ce sont ceux qui nous dirigent qui peuvent décider de cela. Mais pour moi, on est dans la même logique, puisque ceux qui ont pris la décision de suspendre le FPR se sont basés sur des textes de loi qui existent. Mais ces et textes ils sont ont pas visé conformes. clairement ces textes-là. Ceux qui estiment que ces textes ne sont pas conformes, si on estime qu'on est dans un État démocratique, on saisit les tribunaux. Le FPR a 60 jours pour saisir le tribunal administratif. Donc si ils estiment vraiment qu'ils ont été lésés et que ce qu'ils ont dit n'est pas de nature effectivement à inciter à la violence, ils saisissent le juge administratif qui va décider. Oui, ça paraît aussi simple, mais quand on se pose la question, tout un gouvernement qui peut-être fait des erreurs aussi simples, si tant est que le tribunal peut remettre en cause, le juge peut remettre en cause ça voudrait dire que le gouvernement lui-même est dans une posture qui n'est pas celle de promouvoir la démocratie. C'est ça la vraie question, parce qu'il ne s'agit pas de pouvoir la vraie question et de se faire tout simplement retoquer par la justice. Est-ce que ça aussi, ça pose pas un problème de niveau politique ici dans ce Bon, si vous estimez que ceux qui nous dirigent n'ont pas le niveau politique, assumez-le et dites-le. C'est pas ce que j'ai dit. Mais moi, je pense... C'est pas ce que j'ai dit. Okay, par rapport à cette décision, si la justice retoquait cette décision et que, alors qu'on est en train de dire ici que le gouvernement prend l'acte et c'est à la juge de décider. Alors un tel acte qui consiste à suspendre un parti est quand même grave dans l'ordre de la promotion de la démocratie. Vous savez, dans quel pays au monde la justice n'est pas arrivée un jour ou l'autre à remettre en cause les décisions du gouvernement? Les instruments de la démocratie sont là pour ça. Que vous soyez gouverné ou que vous soyez gouvernant, vous avez les mêmes responsabilités et les mêmes devoirs, les mêmes droits vis-à-vis de la justice. De ce point de vue-là, je pense que le gouvernement gouverne avec les instruments qui sont à sa disposition. Ceux qui estiment avoir été lésés par le gouvernement ont la possibilité de saisir la justice. Et donc, si nous estimons effectivement que nous sommes dans un État démocratique, alors qu'on utilise à fond les instruments de la démocratie. Merci, Inoussa. Bokuma, est-ce qu'il faut aller plus loin, peut-être mettre en branle certains mécanismes de la Constitution en cas de situation comme nous le voyons, un contexte de sécurité difficile, etc. Est-ce que courageusement, il ne faut pas aller peut-être à l'état d'exception ou à l'état de guerre ou à l'état de siège pour permettre au moins qu'on dise, bon, il y a cette situation, donc on ne fait plus de déclarations, on ne parle plus, voilà. Non, enfin, je ne pense pas qu'il viendrait à l'esprit d'un dirigeant de ce pays-là de décréter la fin de la liberté d'expression. Jamais. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Donc, sur ça, je n'ai pas d'inquiétude à ça. Mais la démocratie aussi a ses règles. La meilleure garantie de la liberté, c'est celle qui est garantie par la loi. C'est celle qui est garantie par la loi. Lorsqu'on s'exprime dans le respect de la loi, dans le cadre défini par la loi, on est protégé. Parce que c'est quand on sort du cadre, qu'on s'exprime n'importe comment, qu'on dit des choses qui sont contre la loi, qu'on se fait taper sur les doigts. Tu parles de remise en cause éventuellement de la décision. Mais le Conseil constitutionnel, par exemple, remet souvent en cause des décisions. Parce que la constitutionnalité des lois, c'est son travail, c'est son rôle. Il arrive que le gouvernement vote une loi, que l'Assemblée vote une loi, et que le Conseil constitutionnel dit non, cette loi-là n'est pas conforme à la Constitution. Donc,
il tape sur les doigts du gouvernement ou du Parlement. C'est les instruments de la démocratie et il n'y a rien de grave à ça. Si ça arrive, ça la preuve que la séparation des pouvoirs, fonctionne et qu'il n'y a pas à se faire des soucis à ce niveau. Et justement, la question c'est de dire, est-ce qu'on ne se cache pas trop derrière ça, cette théorie-là qu'il y a la séparation des pouvoirs. Et puis on pose souvent des actes qu'on ne comprend pas souvent, qui souvent déprécient un peu la qualité, la valeur des pouvoirs. Nous voulons construire un état de droit de telle sorte que chaque Burkinabé ou chaque entité de Burkinabé qui se sente lésée par quoi que ce soit aille vers le juge pour demander à ce que le juge dise le droit. Nous sommes d'accord avec ce principe universel de démocratie. Le point sur lequel il faut faire attention, il ne faut pas qu'à chaque fois que quelqu'un sorte, les gens prennent des décisions et ils disent ce sont des décisions conservatoires, tu auras l'occasion d'aller voir le juge après, si tu n'as rien fait, on va te laisser. Mais on ne peut pas continuer à gouverner un pays comme ça. Dans un gouvernement, il y a des gens qui regardent sur la conformité des lois qu'ils prennent. Vous pouvez prendre une loi et ça peut vous échapper. Et puis, le juge constitutionnel rétorque cela. Ça peut arriver. Nous sommes des êtres humains et ça n'arrive qu'aux humains. Maintenant, là où il y a le problème, c'est quand des gens manifestement s'asseyent, ils prennent des lois et qu'on sait très bien que c'est des lois qui ne sont pas conformes à des décisions du moins, qui sont des actes qui ne sont pas conformes à la démocratie. Mais le citoyen saisit la justice. Je viens. Le citoyen saisit la justice. Oui, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et que le citoyen, comme tu le dis, va voir le juge et qui rétorque, et c'est récurrent. On va revenir sur Naïm Touré, on a pris le jeune homme la nuit, et puis après on le laisse, on dit, mais s'il n'a rien à faire, le juge va le libérer. Bon, tant qu'on y est, à chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose, s'il n'a rien à faire, le juge va le libérer. S'il n'a rien à faire, mais ce n'est pas de ça. Il y a un problème, ça montre tout simplement, à chaque fois que le juge rétorque une décision des gouvernants, il y a deux choses que ça me pose, moi. Il y a un problème de compétence, ça veut dire qu'il ne savent pas lire les lois, ils ne savent pas les écrire. Et puis il y a un problème de responsabilité. Ça veut dire que sur le plan politique, c'est des irresponsables. À chaque fois que le juge. Donc on ne peut pas vouloir nous divertir. Merci Ali. Ceci, cela. On ne peut pas accepter ça. Non, c'est bon. Que les gens viennent se balader. Non. Ce qui est excessif n'a pas de. Oui, mais moi je ne suis pas excessif, c'est eux qui sont excessifs. Non, je suis étonné que tu sois vraiment. Je ne sais pas si tu te laisses emporter. Parce qu'en fait, tous ces comportements. Non, le comportement de ces acteurs-là. Je suis emporté parce que je comprends pas. Non, mais il faut regarder leur passé. Ce n'est pas des démocrates. C'est des gens qui. Non, ce n'est pas des démocrates quand tu regardes. Tu sais très bien d'où ils viennent. Mais maintenant, on est en démocratie. Oui, mais ils ont des difficultés à s'adapter au contexte. Merci. Il faut leur laisser le temps. Et ça, le meilleur garant, c'est la population. Ce sont les Burkinabés qui ne doivent pas se laisser endormir. Parce que le vrai débat, quand on vient me dire que parce qu'on a tenu tel propos, dites-moi en quoi, démontrez-moi en quoi quelle est l'incidence et en quoi est-ce que ces propos ont contribué à aggraver la situation. En fait, on divertit les gens. C'est tout. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité d'appeler pour s'inscrire et pouvoir participer à ce débat-là dans sa deuxième partie. Alors, on continue. Notre second sujet également a trait à cette question de la qualité des actes qu'on pose. Et il s'agit de l'arrestation de Naïm Touré. Naïm Touré était un jeune activiste qui fait beaucoup de publications, qui dérange beaucoup, etc. Donc, c'est quelqu'un d'assez sulfureux, on le dit. Ça fait sa deuxième arrestation. Pour la première fois, il a été incarcéré 2 mois. Cette fois-ci, alors l'arrestation s'est faite dans des conditions, c'est surtout les conditions qu'on va ici, qu'on va en parler, parce qu'il a été arrêté chez lui à domicile à 22h par des personnes qui se sont présentées comme de la police, mais qui étaient donc en civil, avec un véhicule qui n'est pas un véhicule de la police, donc un véhicule banalisé. Alors il a été arrêté toute la nuit, on ne savait pas où il se retrouvait, et puis le lendemain, avec la prise en marche de l'avocat de cette affaire, finalement, le procureur avait dit qu'il n'était pas au courant, donc il n'a pas donné l'ordre d'arrestation, et puis par la suite, on n'a pas retenu de greffe contre lui. Vous voyez, on va quand même nous reprocher des choses, mais il y a un lien entre ce sujet et l'autre, c'est le contexte et les acteurs. Bon, c'est quoi? Non, c'est toujours cette volonté d'utiliser les institutions pour régler des comptes personnels. Parce que, voyez-vous, c'est vrai. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, attention, parce qu'il y a des heures au-delà, on pouvait peut-être aller l'arrêter même malgré l'heure, parce que, bon, sous le couvert de la lutte contre le... Mais je suis allé vérifier les textes et j'ai vu qu'en fait, même tout ce qui rentre dans le cadre de la lutte antiterrorisme, ça a été judiciarisé. Donc,
À partir du moment où tout ça c'était judiciarisé, ça veut dire qu'aucun Burkinabé ne peut être interpellé, ou bien arrêté, ou bien même mis dans une situation d'enquête sans que le procureur ou ses services n'aient été informés. Voilà, ça c'est clair, ce sont des faits qui sont là. Mais malgré ça, ce sont des agents qui ont agi. Ceux qui ont agi, c'est qui? C'est quand même des OPJ. Et les OPJ, vous savez, donc du coup, il faut aller regarder dans la hiérarchie, la haute hiérarchie militaire et sécuritaire, qui ont donné des instructions. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui ont appuyé sur un bouton. Et on a déroulé tout un scénario. Et ce qui est grave, imaginez-vous dans le contexte actuel, des gens en civil viennent. Si la population de son quartier ne l'avait même pas vu, qui pouvait garantir de ce qui serait advenu de ce monsieur-là. Et même si, par exemple, il y avait une réaction de la population on vient vous prendre incognito, personne, vous ne savez même pas c'est qui. On ne sait même pas où vous allez, puisqu'on dit que lui-même l'a dit, je cite les propos de Maître Farama, il dit qu'il était détenu dans des lieux que lui-même, il ne savait pas. Ils ont eu des difficultés, qu'on l'a amené ici, on l'a baladé ici. Ça, c'est les acteurs et le contexte, c'est ce que je dis, c'est très important. Vokouma, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau du type d'arrestation? Parce qu'on en a connu aussi dans ce pays, il y a l'arrestation de Safiatou Lopez. Alors comme quoi la justice va dire s'il n'y a rien, bon, finalement, 2 mois après, on la libère. Il y a l'arrestation du colonel Auguste Barry, et puis jusqu'à aujourd'hui. Alors finalement, ces genres d'arrestations qu'on fait, et heureusement, on va dire ici que le procureur a été, ou le parquet a fait preuve de conscience professionnelle en ne s'alignant pas peut-être sur ça. Est-ce que si... c'est la preuve de ce qu'on vient de dire. Je veux dire, la justice a tranché en toute, oui, mais il y a un abus quelque part, toute indépendance. Moi, je suis troublé par cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas un abus quelque part? Moi, je suis troublé par cette affaire. Que des policiers, des OPJ, c'est supposé OPJ, parce qu'on ne connaît pas l'identité de ces policiers. Des policiers qui sont formés, se permettent de commettre ce genre d'actes-là. Je suis un peu troublé. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Il faudrait peut-être qu'on remonte un peu plus haut pour savoir qui a fait quoi et qui a donné l'ordre de faire quoi. Parce que ce n'est pas imaginable que dans un état de droit, ils connaissent les règles. Entre 6h et 21h, on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça, sauf si c'est des histoires de mœurs ou de trafic de drogue ou de quelque chose comme ça. On ne peut pas arrêter quelqu'un entre 6h et 21h. Ils le savent. S'ils ne le savent pas, c'est quand même assez grave. C'est leur formation qui est 6h et 21h, il faut bien préciser. Parce que 6h et 21h. Entre 21h entre 21h et 6h. Voilà. Oui, excusez-moi. Mieux dit comme entre 21h et 6h. Ils le savent. Donc, qu'il se soit permis d'aller faire ça, je ne comprends pas. Est-ce que c'est fait exprès? C'est la question absurde que je pose. Je pose la question absurde parce que quand on regarde le fil des événements, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune rationalité dans leur démarche. Au point que je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas fait exprès pour des règlements de compte? Parce qu'on sait bien qu'au niveau de la police, au niveau de la hiérarchie de la police, il y a une guerre à l'intérieur entre les chefs de la police. Est-ce que cet événement-là, attendez, c'est fini. Oui. Est-ce que cet événement-là n'est que la face visible de ce qui se passe? Ça, c'est la question que je pose. Même la question aussi, on peut se poser une autre question dans la question. Qu'est-ce que Naïm Touré a à voir avec une guerre entre hiérarchie policière? Ouais. Un civil ou un acteur, un activiste qui fait des publications, qu'est-ce qu'il a à voir avec pour subir peut-être des conséquences si c'est le cas? Oui, bon, il y a peut-être une victime collatérale, mais souvent quand on regarde les publications, bon, moi je ne vais pas vraiment comme ça sur sa page, c'est quand il y a du bruit que je regarde. Nous sommes des journalistes, nous cherchons de l'information. Mais je suis parfois très surpris. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. En fait, pour moi, la question ici, ce n'est pas trop comment il a publié, qu'est-ce qu'il dit, etc. La question ici, c'est de voir comment est-ce qu'on agit pour arrêter quelqu'un au Burkina désormais. Est-ce qu'il faut aller chez quelqu'un à 22h, en banaliser, on prend quelqu'un, on ne sait pas où on le cache, et puis après on le sait. C'est la question. Pour ça, j'ai dit que ce n'est pas normal. J'ai dit ça. On ne va pas faire le jugement. Non. C'est ce jugement-là que je ne veux pas. Pourquoi on arrête quelqu'un? Pourquoi on arrête quelqu'un? Sur la forme, j'ai dit que j'étais troublé, donc je ne comprenais pas. Maintenant, pourquoi on le fait? Ça, c'est une autre question. Souvent, je regarde ces publications, ces informations. Mais dans ce cas précis, on a dit qu'il a dit qu'il y a des médiocres. Pardon? Dans ce cas précis, on l'accuse d'avoir dit qu'il y a des médiocres.
Et que, entre autres, qu'il y a des médiocres, et que c'est un gouvernement de médiocres, et que par conséquent, on l'accuse de démoraliser donc les forces de défense et de sécurité par rapport à ça. Bon, franchement, le motif ne tient pas la route. D'accord, ok. Voilà, le motif ne tient pas la route. Maintenant, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est arrêté. Vous vous rappelez, en 2018, il avait été arrêté dans les règles et condamné, jugé et condamné. Il a fait 2 mois de prison ferme à Bamako. Donc, ce n'est pas la première fois. Pourquoi cette fois-ci, s'ils ont estimé, si la justice estime ou la police estime qu'il a encore dérapé, pourquoi on n'a pas pris la procédure normale? Ça, c'est des éléments qui me perturbent. Merci. Jusqu'à présent, j'attends de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Alors, on a tout compris déjà, dans tous les cas. Bon, en tant que journaliste, peut-être des investigations plus approfondies pour savoir qui a fait quoi et l'identité de ceux qui sont allés. Mais jusque-là, je pense que c'est la police qui s'est mêlée. Parce qu'il y a eu un communiqué donc, qui a suivi immédiatement son arrestation, un communiqué qui a été signé par le chef de division de la communication et des relations publiques, dans lequel communiqué on dit que le directeur général de la police nationale salue la collaboration citoyenne quotidienne. Donc, le directeur général de la police était bien au courant de cette arrestation. Nous savons sur tout ce qui s'est déroulé, la façon d'agir donc de la police. Bon, pour moi, il y a 3 hypothèses qui se dégagent à mon niveau. Premièrement, c'est que, comme vous l'avez rappelé, on a eu plusieurs cas d'arrestation qui paraissent flous et irréguliers dans ce pays. Donc, premièrement, c'est de se demander si les policiers OPJ sont bien formés et respectent les règles. La deuxième hypothèse que je me pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a des hommes politiques tapis dans l'ombre, ils peuvent être de l'opposition ou de la majorité, qui tirent les ficelles. Ou troisièmement, est-ce que, en définitive, c'est un sabotage au sein même de la police, au regard donc de l'environnement et du contexte difficile, des crises que cette institution-là traverse. Mais la première hypothèse, je l'écarte, parce que je ne peux pas dire que c'est parce que nos officiers de police judiciaire sont mal formés. Loin de là, c'est des gens très bien formés qui savent ce qu'ils font. Et les 2 autres hypothèses, celle de savoir est-ce que c'est des hommes politiques tapis dans l'ombre qui font ce travail-là, ça me paraît plausible. La 3e hypothèse, celle du sabotage, est aussi possible. Mais dans tous les cas, tous les 2 cas donc, il y a urgence que pour une fois au moins, on puisse faire une enquête et établir les responsabilités. Parce que si des policiers sont allés arrêter Naïm, ça veut dire que des gens les ont envoyés. Le procureur semble dire qu'il n'est pas au courant. Si le procureur n'est pas au courant, c'est que c'est la hiérarchie policière qui est au courant. C'est quel service qui est allé? Il semble que c'est le service SRPJ de Wemtenga, mais il y a un commandant, il y a un responsable. Qu'on puisse véritablement, pour une fois, poser clairement le débat et définir qui sont les acteurs, qui sont ceux qui partent arrêter nuitamment les gens, qui les envoie, etc. Mais il y a un problème qui se pose de façon globale, c'est que les officiers de police judiciaire sont confrontés à 2 problèmes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas souvent s'il faut obéir au procureur ou s'il faut obéir à leur hiérarchie directe. Mais les lois sont claires, c'est le procureur. On sait aussi que les agents de police judiciaire avancent sur la base également des notations de leur supérieur hiérarchique. Donc les agents de police judiciaire disent qu'ils sont souvent confrontés à ce problème-là. La hiérarchie qui dit va arrêter un tel et le procureur qui n'a pas encore donné l'ordre d'arrêter. Donc il y a un débat de fond qu'il faut mener, mais il y a surtout nécessité de mener urgemment une enquête pour que pour mais une fois, est-ce que là on ne peut pas invoquer la théorie de la baïonnette intelligente? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si ton supérieur hiérarchique te dit va faire ça alors que c'est illégal, tu le fais ou tu ne fais pas? Je crois que ce débat est très connu ici. C'est possible. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut pour une fois mener une enquête, surtout qu'on sait déjà quel service a arrêté M. Naïm Touré. Il ne faut pas qu'on laisse passer ça, sinon ça va continuer. Il faut situer clairement les responsabilités et sur la base de ça, sanctionner ceux qui sont derrière cette affaire d'arrestation. Parce que tout est possible dans ce pays-là et il ne faut pas que pour des conneries de ces gens-là, le pire arrive. Alors, merci. Bon, Ali, j'ai bien écouté Inoussa Ouedraogo. Je ne vais pas répondre parce que le débat, c'est entre nous 4 ici et qu'on n'est pas là pour se
s'échanger les mots, mais il a posé 3 hypothèses. Il a posé la question de la compétence. Et il a dit que lui, il ne peut pas accepter, il n'admet pas que les OPJ ne soient pas incompétents. Il admet que les OPJ soient des gens très compétents. Et il ajoute que pour faire arrêter quelqu'un, et tout, c'est le procureur qui donne une autorisation. Surtout qu'on va arrêter quelqu'un dans les heures qui ne sont pas légales. Les heures indues. Voilà. Donc, s'ils sont compétents, ils peuvent dire à leur chef, c'est pas l'heure d'arrêter quelqu'un, il faut attendre à 6 h du matin, parce qu'il était 22 h ou bien 23 h, il faut attendre à 6 h du matin. Au-delà de 21 h. Voilà, au-delà de 21 h, attendons 6 h du matin, on pourra aller et arrêter M. Naïm Touré pour ceci, pour cela. Donc, sur la question de la compétence, on peut encore discuter, tu peux encore émettre des hypothèses encore sur ça. Maintenant, cette théorie du complot, des gens qui sont tapis dans l'ombre et tout ça, je pense que j'entends ça aussi, j'écoutais des gens dans la rue qui sortent ces genres de choses. Vous croyez que les policiers qui sont là, quelqu'un va aller dire à des policiers, des gens de l'opposition, va le dire à des policiers, va attraper quelqu'un à des heures comme ça? Vous croyez que c'est aussi facile que ça? Alors qu'on a bien dit que nous sommes dans une situation. Je pense plutôt ça. Je pense plutôt qu'il y a eu une bavure. Et il y a eu un juge courageux qui n'est pas rentré dans le jeu. Si le juge était rentré dans le jeu, un procureur courageux qui n'est pas rentré dans le jeu. S'il était rentré dans le jeu, M. Naïm Touré serait actuellement en prison en train de nous écouter s'il a la télévision là-bas. Moi, je termine pour dire, moi, je ne connais pas Naïm Touré. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec lui. C'est sur les réseaux sociaux, on est amis sur les réseaux sociaux. On court, souvent il me fait marrer avec son expression onko. Quand moi j'écoute ce jeune homme, il dit certaines choses, mais à part de, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le monsieur du FPR, il n'y a pas de quoi à fouetter un chat ou un chien. Je pense qu'il y a beaucoup de frilosité, et cette frilosité amène ceux qui nous dirigent actuellement vers beaucoup de dérives. Et ça, je rejoins Consembo quand il me dit, mais Ali, tu fais semblant d'être étonné. Mais je ne suis pas étonné. Je suis peut-être... je ne comprends pas que des gens qui ont passé des années, qui se sont plaints d'un manque de démocratie, et ils arrivent, bon, ils se comportent comme si... voilà, des tontons macoutes qui sont aux affaires et qui arrêtent les gens comme ça, au pif, etc. Voilà. D'accord. C'est un comportement de tonton macoute. Oui, non, c'est un comportement de tonton macoute. Nous sommes sur les hypothèses. Oui. Parce que, attendez... supposer que la population n'avait pas accouru. Qui peut garantir que Naïm serait vivant actuellement? Je ne sais pas, puisqu'on l'enlève quasiment, puisqu'on ne connaît même pas l'identité des gens. Et en plus, pour le motif, est-ce que c'était vraiment urgent et nécessaire? On pouvait attendre le lendemain matin à 6 h. Et puis le prendre. Oui, c'est ça qui fait que ça... Je reprends le communiqué. Le communiqué dit que cette interpellation, qui fait suite à des publications faites par l'intéressé sur les réseaux sociaux, vise à concourir à la manifestation de la vérité relativement à l'enquête ouverte qui se déroule sous le contrôle de la justice. Et le lendemain, on se retrouve avec une justice qui n'est pas au courant. Donc le communiqué lui-même, il semble, ne pas être véridique. Parce que là, on dit que c'est une enquête qui est engagée qui est actionnée par la justice et pour laquelle enquête des propos, les écrits de Naïm Touré permettraient de rechercher certaines vérités. Et puis finalement, la justice qui dit, moi je ne suis pas au courant de cette affaire. Et après, on dit que ce sont les propos, ce sont les publications elles-mêmes qui sont problème, mais ce n'est plus notre enquête qui est concernée. Alors, est-ce que dans toute cette histoire-là... non, mais j'ai dit que dans cette affaire, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et je ne suis pas porté à penser que des gens aient pu commettre ça comme ça en toute innocence. Mais alors, est-ce que ce n'est pas parce que justement, pour aller vite, est-ce que justement, quand on a assisté à l'arrestation d'Auguste Barry dans une affaire, après on a encore vu l'affaire Safiatou Lopez, alors est-ce que ça voudrait simplement dire qu'ici, on a peut-être un système judiciaire qui est vraiment contrôlé ou tout simplement manipulé ou instrumentalisé? Bon, la justice a joué son travail. Le procureur a dit... Quelle justice? Le procureur, pas confondre la justice militaire et l'autre justice. Non, le procureur a tranché. Le procureur l'a auditionné et puis l'a entendu et puis il a dit qu'il n'y avait rien, il n'y a pas de charge à retenir contre lui. Donc la justice a fonctionné normalement. C'est au niveau de la police, effectivement, qu'il y a eu une bavure. Voilà, disons que la justice n'a pas voulu couvrir la bavure. C'est là qu'il y a le problème. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse la lumière dessus, qu'on sache exactement qui a décidé de quoi. Parce que dans ce pays-là, chaque fois qu'on dit nous sommes tous responsables de ceci, c'est pas vrai.
Il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité, qui décident et qui ordonnent. Donc, ce sont ces gens-là qui ont décidé d'envoyer des policiers, parce que j'imagine que les policiers ne sont pas levés comme ça tout seuls pour aller arrêter Naïm Touré. Donc il y a des gens qui les ont dit d'aller l'arrêter. Donc ces gens-là, il faut qu'on sache exactement qui sont-ils et pour quel motif. Alors, et puis en plus, il a été violenté parce qu'il a été violenté. Bon, en fait, je tiens à préciser, il faut faire la nuance entre. J'ai demandé c'est quelle justice, parce que c'est pas sûr que dans les autres cas, le cas Barry et le cas Lopez, s'il s'était agi de la justice civile, ils allaient connaître la suite qu'on a vue. Hein. Donc, c'est très important de préciser cela. D'accord. Alors, merci. On termine. Ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que nous sommes dans une situation difficile. Il faudra que ceux qui dirigent ce pays actuellement fassent preuve de beaucoup de sang-froid et de compétence, de tranquillité pour suivre les choses normalement. Supposons même que Naïm Touré aurait ceci, cela. Ça vous coûtait quoi de prendre votre temps, le convoquer tranquillement. Je vais revenir sur un truc qui s'est passé. Quand il y a eu l'attaque de Rayongo, les djihadistes étaient dans la maison à Rayongo. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'on encercle cette maison tranquillement et qu'on ressorte ces gens? Mais on a attaqué la maison toute la nuit et finalement on a perdu un gendarme. Moi je ne connais pas ce monsieur, mais à ce qu'on dit c'est un monsieur très compétent qui est mort là-bas par simple frilosité. Ali, ça c'est un théâtre d'opération. On n'a pas tous les contours, on ne sait pas pourquoi ils sont passés à l'offensive de cette façon. Non, on ne va pas confondre ça avec quand la police se déplace chez quelqu'un. Je suis parfaitement d'accord, on n'a pas tous les contours. J'ai dit, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai dit, on n'a pas tous les contours. D'accord. Mais je dis tout simplement, quand on regarde la façon dont ça s'est passé, on a l'impression que les gens se sont un peu empressé. Merci. Non, important quand même, parce que dans le cas Naïm, là, c'est une régression de liberté d'expression, d'opinion, parce que si on doit revenir sur la raison qui a amené les gens à l'arrêter, ce sont des raisons liées à ses opinions. Merci. À vous, on termine avec les sujets au plan national, c'est la situation sécuritaire. On a vu le ministre Ousseini Compaoré, donc lors du dernier point de presse du gouvernement, il a fait une première sortie. On va dire qu'il parle vraiment moins, il ne parle pas assez, et c'était une première fois qu'il est sorti pour parler de la situation sécuritaire. Ali, il a parlé d'un maillage à venir, et on est toujours dans le futur. Bon, je pense que c'est un colonel de gendarmerie. Il a parlé de maillage du territoire. Je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut un très bon maillage du territoire parce que nous avons des difficultés face à ceux qui nous attaquent. Mais le maillage du territoire, il faut bien le faire. Il ne faut pas le faire comme on le voit actuellement, parce que s'ils le font avec toute cette frilosité-là, ça va produire les mêmes choses. Parce que dans le maillage du territoire, j'ai écouté le président du Faso après le drame de Bungu, c'est ça, où il demandait à ce qu'il y ait des volontaires pour aider les forces de défense et de sécurité sur le terrain. C'est vrai, quand la nation est en difficulté, on peut faire appel à des gens. Mais là, ça aussi on l'a dit sur ce plateau ici, il faut qu'on réfléchisse beaucoup sur ce qu'on appelle maillage du territoire. Est-ce que maillage du territoire, ça veut dire qu'on aura suffisamment de moyens pour mettre les policiers, les gendarmes et les militaires partout sur le territoire? Apparemment, ça va être difficile. Donc nous allons certainement faire appel à d'autres compétences pour aider. Donc ces autres compétences-là, quelles sont ces compétences-là? Quelle sera l'attribution de ces compétences? Et je pense que le ministre Ousseini Compaoré gagnerait à nous expliquer. Alors, surtout aussi les questions assez... il a parlé effectivement des volontaires. Il a estimé qu'ils ne seront pas donc recrutés pour emploi, mais ils seront donc recrutés pour du volontariat. Alors, mais l'autre élément aussi, c'est... On entend dire, les gens demandent que nos forces qui sont donc en international, reviennent au pays. Sur la question de la beauté. J'allais terminer sur ça, parce que même sur la question de nos soldats qui sont hors du pays, au niveau du gouvernement, on ne dit pas la même chose. Le ministre des Affaires étrangères, lui, demande à ce que nos soldats qui sont sur d'autres théâtres d'opération rentrent. Le ministre de la Sécurité, le colonel Compaoré, estime que le moment n'est pas encore arrivé pour que... Donc, au niveau de la musique, les gens ne jouent pas la même symphonie. Donc déjà, à leur niveau, il faut que le gouvernement définisse très clairement sa stratégie, parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas la stratégie face à la situation qui est là. Vaukouma. Oui. Bon, effectivement, cette sortie du ministre de la Sécurité, on s'attendait peut-être à d'autres, à mieux de certaines mesures qu'il allait prendre, etc. Mais là, on s'est rendu compte que c'est encore dans le futur. Il dit que sur des questions précises, par exemple,
qui interpellent un peu plus ou sur lesquels les gens s'arrêtent un peu plus. Par exemple, nos forces qui sont à l'extérieur, au lieu de prendre par exemple des volontaires au plan national pour peut-être aider, on refuse carrément de faire venir ces forces-là aussi. Bon, le ministre ne va pas venir devant les journalistes comme ça détailler les mesures qu'il va prendre. Ça n'a aucun sens. C'est des annonces, on verra le contenu dans les semaines à venir. Et c'est vrai que quand il dit ça, on reste sur sa soif et on a envie de savoir, c'est comme les volontaires. On a envie de savoir exactement quels sont les contours. Mais justement, à quoi servir donc cette communication s'il faut sortir pour tout simplement continuer à laisser les gens dans la soif? Oui, bon, ça c'est leur façon de voir les choses. Je ne porte pas de jugement particulier, sauf que effectivement, dans le contexte actuel, ça aurait été mieux effectivement de faire des annonces et que ça soit tout de suite suivi par un déploiement rapide sur le terrain du dispositif qu'on a pensé. Mais sur les militaires qui sont à l'extérieur, ça a été évoqué plusieurs fois. Mais il ne faut pas qu'on ait une vision extriquée de la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas penser que la lutte contre le terrorisme, c'est seulement à l'intérieur de nos frontières. C'est à l'extérieur aussi. Nos soldats qui sont au Mali, ils font quoi là-bas? Ils ne jouent pas au tiercé. Ils luttent contre le terrorisme au Mali. Nos soldats qui sont au Mali luttent contre le terrorisme. Et quand ils sont au Soudan, en quoi est-ce qu'il y a le Mali, c'est à côté à la frontière. On peut dire qu'on coupe le mal à la source, n'est-ce pas? Mais par exemple, quand les gens sont ils sont par exemple au Soudan, on a des bataillons au Soudan par exemple. Et quand ils sont là-bas, en quoi est-ce que ça a une relation avec le Burkina? Mais le Burkina, pour ta logique le Burkina fait partie même de l'ONU. C'est des engagements internationaux que nous avons pris de participer à la paix internationale, puisqu'on a ratifié la charte de l'ONU. C'est quand même ça. Je veux dire, si vous voulez revendiquer votre place dans le Conseil des Nations, il faut quand même faire quelque chose de temps en temps. Notre participation comparativement à d'autres pays est modeste, mais chacun aussi apporte sa contribution. C'est dans ce sens. Mais si les gens pensent que aller à l'extérieur, c'est tourner le dos au pays, c'est une vision qui est totalement erronée. Nos militaires que ce soit à Haïti ou au Soudan. Le ministre des Affaires étrangères a une vision erronée. Pardon? Le ministre des Affaires étrangères a une vision erronée? Non, pas du tout. Non, lui il a dit qu'il faut faire venir il estime qu'il faut faire venir les militaires pour qu'ils participent à l'effort de guerre. Bon, ça a été dit plusieurs fois ici. On a évoqué ça, de faire venir les troupes qui sont à l'extérieur. Mais c'est une question aussi d'opportunité et de moment, de savoir dans quelle zone, pour quel motif ou quelle tâche précisément on va faire venir ces militaires-là. Si ce n'est pas urgent dans ce sens-là, si ce n'est pas pertinent, si ça ne s'impose pas, nous avons peut-être, nous qui débattons de tous ces sujets-là, il y a peut-être des informations que nous n'avons pas. L'occupation du terrain, les actions qui sont menées, nous n'avons pas tous ces éléments-là en détail. Et bon, je ne suis pas dans la dénonciation systématique. Alors bon, j'ai quand même un esprit D'accord, critique. mais le Burkinabé lambda, quand il écoute, on lui dit qu'on a des difficultés sur le terrain, on doit avoir nos forces présentes sur le terrain, et on pense qu'il y a des forces qui sont par exemple au Soudan, le Burkinabé lambda ne peut pas comprendre qu'il y ait vraiment une raison que ces gens soient là-bas. Oui, mais est-ce que sur le terrain ici, on a dit qu'il y avait des problèmes de... Les volontaires vont être lancés, par exemple, l'exemple des volontaires. Dans les localités. On verra ce que ça va donner. Mais quand on regarde dans les détails, il faut rappeler aussi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir une vision large de la sécurité, pas étriquée. Quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres pays, que ce soit en France ou en Algérie, la question de la sécurité, c'est d'abord un problème personnel. Au village, ceux qui ont grandi au village savent que quand le père de famille se couche le soir, il pose une arme à côté de chez lui, et quand il a un bruit, il se lève pour défendre sa famille. C'est la première réaction qu'il a. Mais les citoyens ont le devoir d'assurer leur propre sécurité. Ça, c'est compris. Ça, c'est compris. Mais les gens se posent la question, je vais passer à Inus, les gens se posent la question. On demande aux citoyens lui-même de faire sa sécurité dans un contexte pareil, mais que font nos soldats donc ailleurs pour sécuriser d'autres pays? C'est ça la question. Donc vous pensez que la sécurité à Haïti n'a rien à voir avec la sécurité au Burkina?
Inoussa peut aussi répondre à cette question sur la sortie du ministre de la Sécurité, qui a botté en touche cette question qui est aussi importante, qui se pose toujours de savoir pourquoi nos forces sont à l'extérieur au lieu d'être au pays pour s'ajouter aussi à ces forces-là qui sont là. Et en plus, parce que ces forces ont fait le théâtre du terrorisme, donc sont peut-être mieux dans l'expérience que... Non, c'est pas les terroristes. Celles qui sont parlées au Mali. Au Mali, par exemple, la MINUSMA, c'est contre le terrorisme. Est-ce qu'il n'y a pas de compétences qu'on aurait besoin au plan national, par exemple là? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire à mon grand frère que il est lui aussi autant frileux que le gouvernement, sinon plus. Il faut garder notre sérénité et mener sereinement les débats. C'est vrai que les moments sont difficiles, mais il faut poser bas la tête et rester serein. C'est très important pour les débats. Tu es mon professeur, quoi. Tu t'es mon professeur. Bon, autant... Non, réponds à la question. Si tu es mon professeur, je te répondrai plus tard. Allons, parce que j'ai posé des hypothèses. Nous, on est heureux ici que les débats soient houleux. Oui, voilà. C'est très bien. Ça permet de faire jaillir beaucoup de... Je ne parle pas du caractère houleux du débat. Évidemment, on peut bien mener des débats houleux, mais il faut bien qu'on s'écoute et qu'on mène de façon sereine le débat pour que ceux qui nous écoutent aussi puissent, eux aussi à leur niveau, participer au débat, mais surtout... ressorti de quelque chose. Ça c'est moi qui j'ai cette responsabilité ici. Oui. Je donne la parole et chacun s'exprime selon ses émotions. L'essentiel, c'est que chacun prenne la parole ici. Absolument. Bon, je ne voudrais pas revenir sur les sujets. C'est parce qu'il m'a interpellé sur les hypothèses que j'ai posées que je... Oui, mais normalement, c'est un débat interactif. Je veux dire que la question du terrorisme est une question transfrontalière. Nos militaires qui sont au Mali en train de combattre, Vokuma l'a dit, ne sont pas en train de combattre autre chose que le terrorisme. Et les spécialistes sur les questions militaires disent que mieux vaut prendre l'ennemi loin de chez soi que de le laisser et puis replier pour qu'il avance. Donc, je dis, qu'on combatte le terrorisme au Mali, qu'on le combatte au Burkina ou qu'on le combatte au Niger ou ailleurs, c'est le même combat. Maintenant, il appartient aux autorités militaires de ce pays de décider de la pertinence de faire revenir nos militaires ou pas. Évidemment, en tant que citoyen, on peut effectivement se poser un certain nombre de questions, de savoir pourquoi effectivement, pendant que le Burkina est attaqué, nos militaires sont à l'extérieur, il faut les faire venir, etc. C'est des questions légitimes que nous nous posons au quotidien. J'estime que si ceux qui sont chargés de la sécurité du pays, de la défense du pays, ne l'ont pas encore fait, c'est parce qu'ils estiment que ce n'est pas encore le moment. Mais il leur appartient donc de communiquer suffisamment, d'expliquer pourquoi il n'y a pas urgence que nos militaires qui sont à l'extérieur viennent. Pour ce qui concerne la sortie du ministre de la Sécurité, il a dit qu'il y a des actions d'envergure qui vont être menées. C'est une bonne chose, c'est déjà bon pour le moral, surtout qu'il parle peu. Hier et avant-hier, il y a 24 terroristes, selon un communiqué de l'état-major de l'armée, qui a quand même été neutralisé. Oui, c'est une bonne chose. Il y a des femmes qui ont été libérées, des femmes qui ont été gardées comme esclaves sexuels, qui ont été quand même libérées. C'est des informations assez bonnes à prendre. Bon, à cela s'ajoute un communiqué de l'état-major que j'ai vu, qui dit qu'il y a des aéronefs qui circulent nuitamment. J'allais en venir, j'allais vous poser une question rapidement là-dessus. Évariste Konsebo, sur cette question de la sortie du ministre, il y a autre chose à dire par rapport à ça concernant les différents... Parce qu'il y a plusieurs sujets. On a parlé d'action, on a parlé de morale. Bon, je sais pas. Allons rapidement. Sur quoi Non, en fait, je ne sais plus sur quoi je vais... Ok, d'accord, on continue. Dans tous les cas, on n'est pris par le temps. Les téléspectateurs vont appeler. Non, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Moi, j'ai entendu parler d'action, de résultats. Mais moi, je dis que le citoyen que je suis, moi, c'est des résultats. Parce que, quelles que soient les actions qu'on met dans le secret ou militaire ou tout, moi, en tant que citoyen, c'est les résultats. Et les résultats, c'est... Moins on a des Burkinabés qui sont tués, et plus on peut aller accéder sur toute l'étendue du territoire. C'est ça que moi, je regarde. Bon, maintenant, peut-être qu'on n'a pas la même appréciation de nos dirigeants pour savoir à partir de quel niveau on décide donc de faire revenir tout. Parce que c'est bien d'envoyer des gens à l'extérieur, mais il faut que le pays existe. Si le pays n'existe plus, vous allez envoyer qui? C'est ça. Donc, c'est une question d'appréciation. Sur la question des aéronefs, moi, j'ai souri. C'est même du temps du Boli, je lui avais dit ça. Alors, je vais rappeler simplement que le chef d'état-major général des armées a écrit
au colonel, lieutenant-colonel, je pense, au niveau de l'ambassade de France, qui est la question attaché de défense, pour simplement demander qu'il y ait des dispositions qui soient prises, par exemple, que l'état-major soit informé des mouvements, par exemple, des avions français, 48 heures à l'avance, et que dans l'espace burkinabé, il y a des aéronefs non identifiés qui circulent et que désormais, ils seront considérés comme des ennemis. C'est de la rhétorique, tout ça. Comme je dis, c'est pour contenter les gens. Allez, je vais finir sur ça. Parce que quand on sort un communiqué comme ça, on n'est pas militaire, mais on sait très bien que la meilleure façon, c'est de se donner les moyens de protéger. Dans des États qui sont responsables, qui se donnent les moyens, un aéronef ne peut pas survoler. On le force à atterrir. Quand on en est réduit, du temps de Bouli, c'était pareil. Hein. Je me rappelle qu'il y avait un avion furtif à Mach 2 qui passe, à peine vous ne sentez même pas. Et ils sont passés, c'est les Américains, je pense. Après, par politesse, ils ont informé les autorités que de telle heure à telle heure, ils ont survolé le territoire. Et les gens commencent à se... Non, faut pas, ça ne sert à rien de bander les muscles, de sortir des gros mots. Ce n'est pas ça qui va amener la morale. Il faut se donner les moyens. Ou on se donne les moyens, ou on ne se donne pas les moyens. Les autorités ont peut-être longtemps assisté. Je ne comprends parce qu'il y a une confusion. Il y a les forces étrangères qui sont là, qui font aussi peut-être des opérations, qui ne sont pas forcément... Tout ça, c'est de la rhétorique, moi je vous dis. Bon, moi, je voulais revenir sur la question du communiqué du général Minungou sur la question des avions furtifs. S'il a adressé cette lettre-là au chargé de défense de l'ambassade de France dans notre pays, c'est une lapalissade de dire que la France est un pays ami du Burkina Faso et que la France participe aux côtés de nos soldats dans la sécurisation, dans la lutte contre le terrorisme. Alors quand une force amie traverse notre espace sans avertir nos responsables, il y a un problème. Donc moi j'estime que la lettre du général Minungou, c'est bien, c'est poli, mais ça n'a pas de raison d'être. Parce que si ce sont des forces amies qui traversent sans prévenir, le général doit abattre ces trucs-là avant de dire. Il n'a pas écrit une lettre pour dire ceci, cela. Je pense que c'est ça la frilosité. C'est pour terminer pour dire la frilosité qui existe, elle existe depuis 2014 et ce n'est pas Ali Koumbaouré qui est frileux. Celui qui est frileux, c'est le gouvernement et tous ceux qui tentent de défendre les gouvernements incompétents et impuissants. Ceux qui sont frileux, excusez-moi, je termine. Ce sont ceux qui sont frileux à chaque fois qu'il y a un petit problème. À chaque fois qu'un petit Naïm écrit un papier, on est frileux. Safiatou Lopez dit quelque chose, on est frileux. Le colonel Barry veut créer son centre de trucs, on est frileux. C'est là-bas se trouve la frilosité. Ce n'est pas sur ce plateau. Merci Ali. Alors, Bokouma, quand on regarde un peu ce communiqué qui a été fait, on va prendre les téléspectateurs qui vont donc s'exprimer, mais très rapidement sur ça. Est-ce que dans la forme que le chef d'état-major général écrive donc à l'ambassade, c'est comme ça. Est-ce que dans la forme, il n'y a pas quelque chose qui manque? Et puis de deux, alors, pourquoi pas un communiqué standard qui informe l'opinion qu'il y a des avions, etc. Et que désormais on va abattre tout avion qui n'est pas connu d'avance. Et quand on identifie la France, ça voudrait dire que ce sont les avions furtifs de la France. Et c'est ce qu'on est en train de comprendre par là. Très rapidement, une seconde. Oui, en tout cas, moi j'ai compris que les aéronefs, effectivement, c'était des aéronefs français. C'était clair. Oui. Sinon, il n'y a pas de raison d'envoyer... Alors, donc, si c'est le cas aujourd'hui... Oui, d'accord. Je termine. D'adresser la correspondance à l'ambassade de France, à moins que d'autres courriers aient été envoyés à d'autres partenaires coalisés contre le terrorisme dont on n'a pas encore connaissance. C'est possible, mais dans le cas d'espèce, pour moi, c'est adressé à l'ambassade de France parce que c'est des aéronefs français. D'accord. Pourquoi ça a été fait? On a parlé tout à l'heure à propos d'Aristide Ouedraogo, on aurait pu le prévenir d'abord, le mettre en garde avant de... Bon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi la guerre de la communication. Dans ce contexte-là. Le communiqué est sorti. Demain, s'il y a un avion qui est abattu, au moins l'opinion nationale et internationale saura ce qui s'est passé. D'accord, merci. Il n'y aura pas de polémique dessus. D'accord. Très rapidement, en une seconde, parce qu'on est vraiment pris par le temps et on voudrait quand même donner l'occasion aux téléspectateurs. Peut-être une petite précision, ce n'est pas un communiqué que l'état-major a fait. À l'endroit, c'est une note qui est adressée donc à l'attaché militaire de l'ambassade de France. Voilà, donc ce n'est pas un communiqué public. Peut-être que ça a dû fuiter.
par quel canal. Ce qui est quand même assez grave parce que je trouve qu'il y a des correspondances. C'est ça le fond du débat aujourd'hui. Mais ça n'enlève rien au fait qu'on a identifié l'ambassade. Oui, mais ça, c'est une grande étape dans la lutte que nous menons contre ce terrorisme-là. Parce que, évidemment, s'il y a des partenaires qui sont là et que il y a des accords qui nous lient, bien entendu, si l'état-major écrit pour dire qu'il est surpris de voir des aéronefs circuler, ça veut dire qu'il n'est pas au courant et que dans les règles, il devrait être informé. Mais je suis surpris que Konsebo dit qu'on doit immédiatement les abattre. Dans le contexte actuel, non, je veux dire, dans le contexte actuel, je pense... On n'est pas informé, on abat. Non. Vous pouvez pas dire ça. La question de la défense d'un pays est sérieuse. C'est sérieux. C'est très sérieux. Et s'ils avaient largué des bombes, cet avion qu'on n'a pas arrêté, oui. Mais s'ils informent qui de droit, ils ont dit désormais. D'accord. Ils ont donné l'autorisation à toutes les unités d'abattre les aéronefs. Merci à vous. On avait un sujet sur le Mali. Évidemment, on va en parler pendant qu'on prend aussi les téléspectateurs. Il s'agit donc de cette levée de bouclier qui a été donc, le summum a été atteint. Le déclencheur est venu de Salif Keïta, l'artiste musicien qui a fait une sorte de vidéo où il s'adressait au président en des termes malinqués, donc en des termes. Alors, Koro, si pourquoi tu tends ta main à cette France-là qui sème la violence chez nous, qui tue nos fils, qui tue nos enfants, qui occupe nos territoires, et toi tu les tends la main. Alors si tu ne peux pas, il faut céder, il faut démissionner et puis partir, parce que les Maliens, ils n'en veulent plus, etc. En tout cas, c'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et l'ambassade immédiatement de France a réagi pour s'en prendre également à... Je voudrais que vous réagissiez rapidement sur ça. Inoussa, pour continuer, et puis on revient à vos combats. Pendant ce temps, on prend nos téléspectateurs. C'est une opinion très répandue au niveau de plusieurs pays, en tout cas africains, qui est que quand même la France joue un jeu trouble. Il appartient aux Français de clarifier leur position parce qu'il n'y a pas de fumée sans flamme. Et donc de ce point de vue-là, il y a même, à mon avis, un lien entre ce qu'on peut faire, entre ce que l'artiste musicien dit et ce qui se passe aussi bien au Burkina qu'au Mali et par rapport aux faits. Mais est-ce que les Maliens sont aujourd'hui ingrats vis-à-vis de la France? Parce que ce sont eux qui ont dit, on a vu les Maliens danser pour dire que merci à la France, merci à Sarkozy, merci à Hollande, parce que sinon les groupes armés prendraient le Bamako. Aujourd'hui, on estime que oui, ce sont les Français qui sont le problème. Oui, mais c'est pas parce que l'intervention française en 2013 a permis de stopper les rebelles qui descendaient sur Bamako que les Maliens vont accepter que les Français fassent des choses qui ne leur plaisent pas sur leur territoire. Lorsque les coalisés ont chassé les nazis des pays occupés, et les présidents ont dit « merci beaucoup de nous avoir aidés, mais ici c'est chez nous, vous ne pouvez pas décider à notre place ». C'est ce qui s'est passé. Mais à Kidal, on en a parlé de ça ici. Est-ce que Kidal est une partie du territoire malien ou bien c'est une partie qui est en train de se détacher du Mali? C'est la question. Lors du sommet de la CEDEAO ici, les chefs d'État ils ont parlé de l'unicité du Mali. De l'unicité du Mali. Mais ça, sur le terrain, ce n'est pas une réalité. Tout le monde sait ça. Mais c'est lié à quoi? C'est lié au groupe armé qui ont pris Kidal ou c'est lié à la France? Monsieur Normand, l'ancien ambassadeur de France au Mali a bien expliqué qu'effectivement, on a donné Kidal aux terroristes. Voilà. Au groupe armé. Oui, au groupe armé. Il a dit ça. C'est aussi simple. Et on sait bien que pour aller, on a même dit ça ici, que pour aller même au Mali, Ibeka a besoin d'une autorisation. Pour aller dans son propre pays. À Kidal, hein. Oui, dans son propre pays. Donc, les gens sont sortis à acclamer Hollande. Aujourd'hui, ils piétinent le drapeau français. C'est pas un hasard. D'accord. On va prendre rapidement Monsieur Zeba, qui appelle de Ouagadougou, qui veut revenir sur l'arrestation de Naïm Touré. Et puis après, on parlera toujours du Mali. Monsieur Zeba, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les journalistes qui sont sur le plateau. Bonjour à vous et allez-y très rapidement pour votre intervention. Soyez bref et concis. Oui. Oui. Pour le sujet de Naïm Touré, je voudrais que tout le monde sache que Naïm Touré n'a pas été interpellé. C'est un assassinat organisé qui a échoué.
suite à la vigilance et à l'intelligence même de l'individu en question. Parce que vous savez, Naïm Touré aujourd'hui, il va être tué comme ça et déposé. Donc il faut le kidnapper et disparaître avec l'individu en question. Et ce qui a échoué. Et après, il a fallu que le lendemain, on fasse un communiqué de façon mensongère pour mentir sur la justice burkinabé. Ce qui est très dangereux. Nous avons attendu le communiqué à 14h. En tout cas, dans l'après-midi de son arrestation qu'on a entendu ce communiqué. Le communiqué mensonger, je pense que ce pays ne doit pas être dirigé ainsi. Naïm Touré, il ne fait que dénoncer la malgouvernance, le pillage des ressources de notre pays. Mais pour cela, si on veut interpeller quelqu'un, il y a des règles, comme vous l'avez dit sur le plateau. On ne se met pas comme ça dans la nuit avec des civils et avec une voiture banalisée pour aller arrêter quelqu'un et dire qu'on l'a interpellé. Et ce sont ces mêmes autorités, après, qui demandent le respect des institutions. Je ne sais pas quelle morale. Et les gens, quelle leçon de morale à donner à qui dans ce pays? Ils ne sont pas exemplaires. Donc, il faut qu'on ouvre l'œil et le bon secours. Parce que Naïm Touré n'a pas été interpellé. C'est l'assassinat organisé de Naïm Touré qui a échoué. Je pense que nous sommes tous interpellés. Tous les Burkinabés. Parce que le pouvoir veut faire tout pour protéger son pouvoir. Et cela est dangereux pour la démocratie. Ceux-là qui dénoncent, voilà pourquoi je suis d'accord avec Évariste Contembo quand il dit souvent que c'est la responsabilité de tous. La responsabilité de ceux qui ont faire arrêter Naïm Touré, ils doivent répondre de leurs actes. Mais il a fallu que nous, vous autres, dénoncions cela pour que Naïm Touré puisse recouvrir les libertés. Mais si on s'était tué, là, notre responsabilité, elle est engagée. Voilà pourquoi on dit le silence, et ce n'est pas la méchanceté des hommes mauvais, mais le silence des hommes bien. Merci, M. Zeba. Je vous remercie. Merci pour votre... juste emboîter pour dire que c'est les circonstances de l'arrestation qui laissent beaucoup de doutes. Et parce que quand on regarde ce qu'on nous a ressorti, proximité avec Rachaud, de démoralisation des trucs. Bon, attendez, est-ce qu'il y avait urgence, il y avait quel danger pour que d'abord, de 1, on aille à 22h le cueillir chez lui, et de 2, que ça soit des agents en civil. Oui, c'est quand même très suspect et très... D'accord. Bon. On continue avec le Mali. Oui, le Mali, j'ai pas... En fait, moi, je n'ai pas intervenu sur le Mali. Effectivement, moi, je pense que le problème actuel avec le Mali, tout le monde l'a dit. Il y a le président Mahamadou Youssoufou du Niger, très courageux, qui a eu le courage de demander qu'on clarifie le statut de Kidal. Pendant que tous les autres chefs d'État, personne n'a osé, même ici. Le communiqué de la CEDEAO. Moi, je n'ai jamais entendu ici un communiqué qui condamne le MNLA, jamais. Donc, pour ça, moi, je félicite vraiment le président nigérien. Maintenant, c'est vrai, il faut que les gens discutent. Bon, c'est vrai que là aussi où c'est bizarre, c'est que j'ai bien vu la leçon, en fait, de Salif Keïta, mais les Français sont là-bas avec l'accord de Ibeka, lequel Ibeka a été... Moi, je ne sais pas, c'est ça aussi le problème. La posture qui consiste toujours à se mettre en victime, indexée. Non, si tout le Mali se lève aujourd'hui... C'est pas mis en victime, là. Non, mais écoutez, les Maliens meurent parce que la France est là. Non, écoutez... Non, là, il a interpellé le président. Oui, non. Mais est-ce que les conséquences, c'est quoi? Est-ce qu'au fond, il a interpellé son président, est-ce qu'au fond, le fait, cette stratégie du bouc émissaire, est-ce que pas vraiment pour voiler l'incompétence quelque part de nos États? Non, excuse-moi, laisse-moi. Non, moi je dis que cette posture qui consiste toujours à se mettre en victime là, ça ne marche plus. Maintenant, en fait, c'est quoi? Ils pensaient que les Français allaient faire le sale boulot à leur place. Quand on dit oui, la France a les matériels high-tech de tout, ils savent qui bouge, qui va où jusqu'à... Et pourquoi est-ce qu'ils laissent les djihadistes aller tuer les terroristes? Ça, c'est ça, en fait, qui fait que les Maliens sont révoltés. Ils pensaient que peut-être, ou même nous ici d'ailleurs, nous pensons que les Français vont venir faire le sale boulot à notre place. D'accord. Maintenant, la présence des Français là-bas sur leur territoire, c'est en accord avec leurs autorités. Voilà. On va prendre monsieur Lamoussa François, monsieur Ilboudo Lamoussa François de Ouagadougou, également sur l'affaire l'arrestation de Naïm Touré. Vous allez être vraiment très bref et précis. On est pris par le temps. Monsieur Ilboudo. Oui, en fait, je voulais revenir sur l'affaire Naïm Touré pour dire que c'est avec beaucoup de découragement que je vois qu'on est en train de reculer. Et que tout ce qu'on a fait pour consolider notre démocratie sont en train d'être sapés par des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent en venant au pouvoir. Je pense que Naïm Touré, c'est vrai que je ne partage pas sa façon de faire les choses,
Mais je suis obligé de le défendre parce que c'est la liberté même d'expression et la liberté tout court dans ce pays-là qui est menacée. Si des gens peuvent venir enlever quelqu'un comme des mafieux, et c'est dangereux parce que ça montre que si tu as un peu de pouvoir, tu peux te lever à n'importe quelle heure, aller brimer quelqu'un au nom de l'autorité de l'État. C'est très dangereux. Il va falloir que, et je vais en même temps profiter, remercier le procureur du Faso, qui est un Burkinabé et qui a preuve de patriotisme, qui n'a pas voulu entériner ce que des gens ont fait comme mauvais deal, et qu'ils veulent maintenant se le tourner devant la justice pour que la justice les dédouane. Et je vais leur demander de poursuivre ceux qui ont fait l'enlèvement pour qu'ils soient punis à l'auteur de leur forfait. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus, il y a d'autres qui sont morts pour qu'on ait cette liberté. Personne ne nous a donné cette liberté d'expression dans ce pays. Personne, même pas l'homme. Il va falloir que lui, il est le garant. Mais le jour qu'il ne fait pas, il défait, une autre personne prend. Mais quand ça devient une situation où le peu d'autorité qu'on a, on le prend pour brimer les gens, je pense qu'on est en train d'atteindre la porte du non-retour. Si on ne fait pas attention, ça va aller dans tous les sens et on ne pourra plus gérer quelque chose dans ce pays. Merci. Et j'appelle les autorités et le gouvernement en premier lieu à revenir à des meilleurs sentiments. Parce que quand j'entends le ministre de la Sécurité parler, moi, il ne m'inspire pas confiance. Il est venu nous dire qu'ils vont aller traquer les terroristes, même dans les Kouara, alors que Bouma avait dit ici qu'on allait terroriser les terroristes. Mais on a vu ce qui s'est suivi. Monsieur Boudou, merci bien pour votre intervention. On ne va pas faire du coq à l'âne. Merci. Voilà, merci. Sur le cas du Mali. Du Mali, toujours. Bon, j'ai vu la vidéo de Salif Keïta. C'est une vidéo très poétique. Il va doucement, calmement. Et puis ensuite, il pose les problèmes. Mais il a posé tous les problèmes. Le Mali est indexé. Moi, je pense que quand j'écoute la vidéo de Salif Keïta, il ne s'en prend pas à la France, contrairement. En tout cas, moi, de ma compréhension, il ne s'en prend pas à la France. Il s'en prend à son propre pays. Voilà. C'est le Mali qui a décidé, qui a signé des accords avec la France. Oui. Réélu. C'est la France qui a bloqué l'avancée des troupes vers Bamako. Et les Maliens sont sortis, ils ont dansé pour remercier. Mais attention, parce que dans sa vidéo, il dit clairement que ce sont les Français qui tuent les Maliens. Je vais revenir sur ça. Voilà. Je vais revenir sur ça. Mais si les Français tuent les Maliens à Kidal, comme il le dit, mais les Maliens sont indépendants. Ils n'ont qu'à prendre une loi pour demander à la France de quitter leur territoire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand M. Macron est venu à Ouagadougou, à l'université, parlant de la question du franc CFA, il s'est retourné vers notre président. Il a dit, mais s'il n'est pas d'accord ce matin même, il sort. Est-ce que notre président dit mot? C'est ça. Donc, cette histoire de bouc émissaire, de la France qui nous fait tout, et puis quand il y a un petit problème, on crie. On a vu nos responsables ici dire que la France ne fait rien. Si la France n'était pas intervenue, Djibo serait pris. Tout le monde le sait. Donc, il ne faut pas qu'on discute beaucoup. Si nous sommes capables d'assurer notre sécurité, on dit aux Français de plier bagages et de se barrer. Merci. C'est tout. Il n'y a pas de beaucoup de... Je veux répondre à Bokuma. Quand je dis qu'en fait, il attaque la France, parce que suite à la sortie, il y a eu une réaction de l'ambassade de France. Tu as eu le communiqué? Oui, j'ai vu. Et justement, la France est sortie parce qu'elle se sentait attaquée. Voilà. Et puis, on a vu aussi les incendies du drapeau. Voilà, Alors, on prend on prend le troisième téléspectateur qui habite de très loin, la Côte d'Ivoire, M. Adama, poursuit la suspension du FPR. Et on ne prend pas deux sujets, et l'arrestation de Naïm Touré. Allez, monsieur Adama? Ouais, bonjour le plateau. Bonjour à vous. Vous allez aller très rapidement. Comme vous appelez de très loin, on vous fait... Parce qu'en réalité, j'estimais que c'est deux sujets presque similaires, quoi. D'accord, allez-y très rapidement. Je voulais simplement dire qu'en fait, que justement, lorsque nous analysons effectivement ces deux situations-là de près, en fait, on pourrait peut-être affirmer, de mon point de vue, que nous ne sommes pas encore débarrassés en fait, de certaines de nos pratiques. Je voulais parler justement de cette classe politique qui a dirigé ce pays depuis les années 80 et en fait qui continue de diriger le pays comme si on était en fait toujours dans cette époque-là. Et ça, c'est très dangereux parce que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe au Burkina, de mon point de vue, c'est vraiment un recul de la démocratie. Parce que les gens se sont battus dans ce pays-là pour avoir un minimum de démocratie. Il faudrait que nous travaillons tous à préserver ce minimum-là et aller même de l'avant, mais pour parfaire. Ceci étant, je voudrais très bref, comme vous avez dit, je voudrais pour ma part demander au chef de l'État
vraiment d'ouvrir l'œil et de peut-être de demander à ses proches-là de faire un peu d'effort pour ne pas plutôt lui créer des problèmes, peut-être en voulant lui rendre des choses service. Il y a des gens dans ce pays-là, souvent, à travers leur comportement, peut-être qu'ils croient rendre service au chef, mais de par certaines pratiques, en fait, ils desservent plus le chef qui ne lui rend service. Merci, j'en ai fini. D'accord, merci, monsieur. Et sur la réception de Naïm, vous voulez dire quelque chose aussi, non? Oui, j'ai dit allez-y très rapidement. On vous fait cette faveur comme vous appelez de très loin. Oui. Voilà, à une certaine heure, au-delà de 22 heures, pour aller arrêter, comme je disais. Allô? Oui, allez-y, oui, on vous entend bien. Voilà, comme je disais, on ne peut pas se lever à 22 heures pour aller arrêter une personne et encore étant en civil. Et finalement, on se rend compte en réalité que personne n'a donné des ordres. Alors que dans ce pays-là, est quand même gouverné. Si dans un pays vraiment où c'est bien structuré, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Je voudrais, une fois de plus encore justement, inviter le gouvernement à faire l'effort, et la justice bien sûr, pour qu'on puisse faire la lumière sur cette affaire de Naïm Touré là. Parce que demain c'est Naïm, peut-être qu'un autre jour, ça sera vous et moi qu'on viendra arrêter à 1h ou 3h du matin. Merci. Merci, monsieur Adama qui appelle de la Côte d'Ivoire pour son intervention. On n'a pas encore entendu Inoussa sur la question du Mali. D'accord. Bon. Est-ce que ça ne fait pas trop de vouloir une chose et son contraire? On dit aux Français de venir quand ça chauffe, et après on dit non, que les Français n'ont qu'à repartir. Non, il faut situer aussi les responsabilités. La France a une grande part de responsabilité dans la situation actuelle de nos armées. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, des spécialistes l'ont dit. Par exemple, allez-y lire, M. Joanny Yameogo, ancien chef d'état-major. Je l'ai suivi. Il a dit clairement. Mais qu'est-ce qui empêchait le président Blaise de se doter? Le budget de l'armée n'est pas géré par la France. C'est les outils. Il aurait suffi à l'époque que M. Compaoré décide d'acheter. Je vous invite à lire aussi un très beau article que Alain Sarah a écrit, qui est passé sur Cassetto, où il pose clairement le débat là-dessus. On n'a pas le temps de revenir. Donc c'est encore la France qui va venir former nos armées. Non, je ne dis pas que c'est la France. La France a une grande part de responsabilité dans la situation actuelle de nos pays. Ça, c'est un fait historique. La responsabilité, c'est quoi? Parce que les gens veulent comprendre. Parce que quand on dit que nos armées, leur situation actuelle est imputable à la responsabilité française, c'est à quel niveau exactement? À tous les niveaux, ils ont une part de responsabilité. Cela ne déresponsabilise pas aussi nos autorités, nos dirigeants. L'ambassadeur de France a dit ici que le Burkina Faso, Blaise Compaoré, n'a pas laissé une armée au Burkina. Je n'ai pas vu de démenti formel de la part des partisans de Compaoré. Le débat n'a pas été mené. Mais dans tous les cas, je vais dire que autant nous sommes responsables de la situation. L'ancien ambassadeur, bien entendu, l'ancien ambassadeur, je voudrais dire qu'il appartient à nos pays d'assumer les responsabilités et de clairement définir les liens entre nous et la France. Et s'ils veulent la rupture, qu'ils rompent, et de façon claire. D'accord. Alors on va nous assumer. On est dans la zone des téléspectateurs. On va prendre un téléspectateur de Koudougou, M. Néa Draman, qui appelle de Koudougou, sur la suspension du FPR. Allez-y, M. Néa, très rapidement. Oui. 30 secondes. Monsieur Lukman, bonjour. Bonjour à vous. Bon, en fait, on a l'impression que, ma compréhension. Alors. D'accord, allez-y, oui. Votre compréhension. Oui, voilà. On a l'impression que beaucoup ne savent pas que l'heure est grave présentement. En quoi suspendre un parti politique peut arrêter le terrorisme, les terroristes de nous attaquer? Et moi, je voulais qu'on me donne le rôle d'un parti politique, d'un opposant politique. C'est de critiquer. Hein? Voilà. Maintenant, il faut qu'on soit soudés. C'est ça la solution. Sinon, suspendre les partis, arrêter certains, moi, je pense que ce n'est pas la solution. On a entendu les membres du parti au pouvoir. Par exemple, Badra Ali, il y a une fois, il dit que non, ils ne sont pas venus pour plaire aux gens. Mais personne n'a dit mot. La liberté, les Burkinabés ont lutté pour l'avoir. Voilà, il faut que nous sachions raison garder pour que, sincèrement dit, on trouve une solution.
Merci. Monsieur Néa de Koudougou, oui. Je vais reprendre sur la question de la responsabilité de la France dans là, la on situation. est au Mali. Non, enfin, le Mali... D'accord, allons-y. Non, mais là, c'est important, parce que tu vois, c'est un discours qu'on laisse faire croire aux gens, la victimisation. Non, c'est la France, c'est la France. C'est pas la France qui a géré le budget de défense du Burkina. C'est pas la France qui a détruit le Sénèque qu'on avait créé pour être une unité d'élite, pour prévoir toutes ces histoires-là. Les Africains, en fait, ont démantelé leurs armées pour pouvoir faire des longs règnes. Et pour ça, hein, même jusqu'à présent, à l'Assemblée, celui qui votait des lois à l'Assemblée pour affaiblir l'armée, ils sont toujours tous là. Donc, c'est une responsabilité collective et partagée. Moi, je ne vois pas du tout la France. Au Burkina, il a créé son GSPR. Il a créé un GSPR. L'économiste du Faso a révélé que quelque chose de 100 milliards n'a pas pu être consommé par le ministère de la Défense au Burkina. Est-ce que ça encore, c'est la France? Moi, je pense que si on ne peut pas consommer 100 milliards pour acheter des armes, etc., c'est ça aussi, c'est la France. Je pense que sur cette affaire, il y a un décalage peut-être entre une certaine population, certaine promotion, pas promotion, je veux dire génération, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'Africains et les dirigeants. Quand on regarde ce qui se passe à Kidal, les Maliens sont horripilés. Ils sont horrifiés par ça. Ils veulent que ça cesse. Mais en même temps, quand on voit le lien et la facilité avec laquelle le MLLA déploie ses activités en France, il suffit qu'il y ait un petit élément, hop, tous les médias sont ouverts, lui sont ouverts, son patron est sur les plateaux, il déroule tout son discours sans contradiction. Et sans intervention de l'ambassadeur de Bamako à Paris. Oui, du Mali à Paris. Sans contradiction. Donc, il y a quand même des faits qui sont troublants. C'est à peu près la même chose que les aéronefs dont on a. On va prendre notre dernier téléspectateur et puis on terminera le plateau. Alors, M. Nyambré Boureima appelle de Ouarghaï sur la suspension du FPR. Allô, bonjour. Bonjour, M. Nyambré. Voilà, je voulais parler ici sur la suspension du parti là. D'accord, allez-y. Vous voyez ici, on dirait qu'au Burkina Faso, il y a deux démocraties. Un test pour les gouvernants et un test pour les gouvernés. Parce que si nous voyons ici qu'il y a certaines déclarations qu'on doit venir suspendre les partis, nous voyons ici qu'il y a Simon Compaoré qui était sorti sur Toi TV, dire parlant des terrorisme là, qu'il connaît ceux qui sont dedans, ceux qui faisaient, il y a d'autres qui sont à l'intérieur, d'autres qui sont à l'extérieur, et certains sont ici. Mais écoutez, imaginez si c'était quelqu'un d'autre qui a fait cette déclaration. Est-ce que la justice n'allait pas l'interpeller? Et nous voyons encore ici que ces genre de déclarations ne peuvent pas faire la cohésion sociale au Burkina Faso. Mais pourquoi ne pas aussi l'arrêter ou bien pour qu'ils nous disent maintenant qui est là avec eux? Et vous voyez qu'avec ça maintenant, on dirait qu'il est en train de dévoiler le dessin maintenant des volontaires. Est-ce que ce n'est pas pour finir ceux-là qu'ils connaissent, qui ne veulent pas déclarer? Donc ça me met vraiment mal à l'aise, parce que sa déclaration vient compromettre même la bonne volonté du gouvernement et du président du Faso, qui voulait maintenant recruter les volontaires. Mais si lui, il sort et dit qu'il connaît les gens, ceux qui étaient là, il les connaît très bien, mais qu'il les conduise à la justice, ou bien que la justice l'appelle pour donner les informations. Sinon, moi, j'ai peur que comme lui, il connaît déjà, ils sont en train de recruter les gens pour aller terminer avec ces autres-là. Vraiment, ça me fait peur. Donc, il faut aussi qu'on applique la démocratie sur toutes ces lignes. Si moi, je venais de faire des déclarations bizarres, j'allais voir qu'on devait m'arrêter pour que je dise... Merci, M. Nyambré. Mais voilà que vous faites des déclarations, on ne va pas vous arrêter pour ça. Merci, M. Nyambré, d'être intervenu depuis Ouarghaï. Merci à vous. Vraiment, on est au thème de cette émission. Les sujets sont tellement... Soumane Touré aussi, on avait suspendu son parti, donc ça n'a pas fait mais c'est pas dans le même sens. Soumane Touré, c'était clair que les propos de Soumane Touré étaient ethnicistes, ça c'était clair. Non, ce que je veux dire... C'était même pas des interprétations. Ce que je veux dire, non, c'est les mêmes textes. C'est les mêmes textes qu'on applique. Voilà. Donc, oui, quelque chose, non? Bon, je voulais, relativement à l'affaire Naïm Touré, insister sur la nécessité vraiment de mener une enquête et de situer les responsabilités. Ça sera très fondamental pour la suite. D'accord. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. J'étais donc avec Inoussa Ouedraogo. Inoussa Ouedraogo est directeur de publication de l'hebdomadaire Bendré. Bendré est un journal d'investigation. Merci Inoussa d'être passé. Et puis, bienvenue pour la prochaine fois. Évariste Fossin Konsebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une association
association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du FORAC. Merci d'être venu. Et puis, Joachim Vokouma, journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma. Et puis enfin, Mamadou Ali Compaoré, journaliste à la RTV, Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du journal, je précise du 20h. Voilà. À vous tous, on dit merci et on se donne rendez-vous pour un autre prochain numéro de Presse Echo la semaine prochaine, si Dieu le veut.